Bonsoir, c'était il y a 66 millions d'années et c'est probablement la catastrophe naturelle qui a le plus marqué le destin de notre planète. Ce soir, dans Science Grand Format, nous revenons sur l'histoire de la météorite géante qui est venue percuter la Terre, entraînant avec elle la disparition des dinosaures et 75% de toutes les espèces vivantes. Après avoir régné en maître pendant 160 millions d'années, les dinosaures ont disparu dans le déluge de feu provoqué par la chute de l'énorme roche tombée du ciel. Depuis une vingtaine d'années, une équipe de scientifiques prépare une entreprise exceptionnelle dans le golfe du Mexique pour retrouver dans les sédiments de l'océan les traces de l'impact laissé par la météorite de 10 km de diamètre. Au cours de ce documentaire, vous allez assister à l'aboutissement de leurs recherches géologiques avec la remontée des indices retraçant les étapes de cette extinction massive. Car c'est là, dans le sous-sol du cratère d'impact, que se trouvent les réponses permettant de comprendre comment une seule météorite tombée au large des côtes mexicaines a plongé la Terre dans un hiver planétaire qui a duré plusieurs années. À l'aide de reconstitutions époustouflantes qui déroulent toutes les étapes de la catastrophe, depuis le choc dû à l'explosion de la météorite, vous allez appréhender l'ampleur d'un tel événement et toutes les conséquences qui en ont découlé. Le jour où les dinosaures ont disparu, c'est à découvrir dès maintenant, un film que vous pouvez partager, commenter et liker en vous connectant sur la page Facebook de France 5 dédiée au documentaire. Bonne soirée et vive la science en grand format. Un groupe de chercheurs est sur le point d'élucider l'une des plus grandes énigmes de tous les temps, l'extinction des dinosaures. La communauté scientifique s'accorde désormais pour attribuer leur disparition à l'impact d'une météorite géante. Grâce à une expédition d'une ampleur inédite, c'est parti! Une équipe internationale va soumettre ses théories à une batterie de tests. C'est un effort humain considérable. Ces chercheurs vont forer le cratère que la météorite a formé sous le golfe du Mexique. C'est le premier échantillon complet de l'expédition. On est vraiment content. Et ils vont faire des découvertes surprenantes. Regardez ces cristaux. Ils sont énormes. Sur la terre ferme, des chasseurs de fossiles sont sur le point d'exhumer des indices déterminants. Les fossiles qu'on vient de découvrir en disent long sur ce qui s'est passé avant l'extinction. C'est sans doute un Pentacératops. Les mosasaures avaient des dents redoutables. Les chercheurs vont confronter leur nouvelle découverte aux études déjà menées. Aucune trace de gypse. Il a totalement disparu. Leur enquête va révéler comment une météorite a provoqué l'extinction des dinosaures et éradiqué 75% de la vie sur Terre. L'enquête commence dans la région des Beastie Badlands, au Nouveau-Mexique. Deux paléontologues, Steve Broussaté et Thomas Williamson, sont à la recherche de fossiles de dinosaures. C'est l'un des sites les plus riches au monde. On dirait un os. De tortue peut-être? Les fossiles découverts ici ont permis d'établir une image précise de notre planète à la veille de l'impact de la météorite. C'est une couche d'ossements. On va regarder. Souvent dans les Badlands, il suffit de regarder s'il y a des formes en relief. C'est un premier indice. Celui-ci ressort clairement. C'est sans doute un morceau de colonne vertébrale de dinosaure. C'est une vertèbre de dinosaure à cornes. Sans doute d'un Pentacératops, un dinosaure à 5 cornes. 2 au-dessus des yeux, une au bout du museau et une plus petite sur chaque joue. Le Tricératops avait 3 cornes sur la face. Celui-ci en avait 2 de plus, soit 5 au total. C'était encore plus voyant. Avant de pouvoir extraire le fossile, les paléontologues doivent l'envelopper de plâtre pour éviter qu'il ne se casse lors de l'opération. C'est bon? Tu es prêt? Ouais. Ok. Et voilà. Tu as vu? Joli.
Il est splendide. Regardez, c'est l'autre côté. C'est une vertèbre de Pentaceratops. Elle devait s'emboîter comme ça. Les cératopsiens, littéralement ceux qui portaient des cornes sur le visage, comme les Pentaceratops et les Triceratops, formaient un groupe important de dinosaures herbivores. Ils ont arpenté l'Amérique du Nord pendant 20 millions d'années jusqu'à l'impact de la météorite. On a affaire aux plus gros herbivores de la région. Le site est truffé d'ossements de ce genre. C'était un peu les vaches du Crétacé. Il y en avait partout. Il y a 66 millions d'années, le paysage ici était radicalement différent. Aujourd'hui, c'est une région aride et désertique. Mais à cette époque, elle n'avait rien d'hostile. Il faut s'imaginer la jungle, tout simplement. La végétation était dense, avec de grands arbres, des forêts épaisses et des rivières. C'était un paradis pour les herbivores, et par conséquent, pour les carnivores qui les dévoraient. Les dinosaures qui chassaient ces herbivores étaient les stars de leur époque, comme les tyrannosaures. Il y en avait ici, au Nouveau-Mexique. Le grand-père du T-Rex, un tyrannosaure appelé Bistaï eversor, avait dans la gueule 60 dents comme celle-ci, tranchantes comme des couteaux. Il s'en servait pour broyer les os de ces herbivores. Les dinosaures ont régné en maître pendant 160 millions d'années. Non seulement ici, mais partout sur la planète. La Terre était alors très différente. Le niveau des mers était plus haut, les continents plus rapprochés, et le monde était le terrain de jeu des dinosaures. Voilà à quoi ressemblait la Terre il y a 66 millions d'années, quand tout a brusquement changé. Nous savons qu'une météorite de près de 10 km de diamètre est entrée en collision avec la Terre au large du Yucatan à une vitesse d'environ 72 000 km/h. Les dinosaures de la région n'avaient aucune chance de survivre. Ils ont été calcinés, pulvérisés. Mais un mystère demeure. Ils ne sont pas les seuls à avoir été décimés ce jour-là. Tous les dinosaures du globe ont disparu. C'était l'apocalypse. On a trouvé énormément de cadavres. Comment un événement situé au Nouveau-Mexique a-t-il entraîné une extinction planétaire? Ce mystère, le professeur Sean Gulick espère le résoudre une bonne fois pour toutes. Ce géophysicien, à la tête d'une équipe scientifique, va tenter de découvrir la vérité. Sa longue quête a débuté ici, en Arizona, au bord d'un cratère d'impact plus petit et plus récent. Ce cratère a été formé par une météorite d'une cinquantaine de mètres de diamètre qui a percuté la Terre il y a environ 50 000 ans. Il mesure à peu près 1600 mètres de large. En fait, il est assez petit. C'est un cratère simple en forme de cuvette. Toute la terre au-dessus de cette ligne rouge était enfouie sous la surface et s'est retrouvée éjectée et retournée. C'est de la matière désintégrée. En examinant la forme du cratère et ses différentes couches rocheuses, Sean Gulick a pu déterminer le moment de l'impact et son rayon d'action. Il en a déduit que les effets de cette petite météorite étaient sans doute restés concentrés et sans grandes conséquences. Elle est arrivée à 42 000 km/h environ. À 10 km d'ici, elle a déclenché une boule de feu. À 20 km, une onde de choc. Et à 40 km, des vents dignes d'un ouragan. Mais finalement, rien de plus qu'une journée mouvementée dans le nord de l'Arizona aujourd'hui. Voilà ce dont une météorite de seulement 50 mètres est capable. Mais celle qui a décimé les dinosaures mesurait 10 000 mètres de diamètre. Elle a formé un cratère géant d'environ 200 km de large. Découvert en 1978 dans le golfe du Mexique,
Il a été baptisé Chicxulub. Chicxulub appartient à la plus grande classe de cratères d'impact, contrairement à ce cratère simple qui forme une cuvette. Il se trouve 2 classes au-dessus. Quand le cratère est un peu plus gros, on a un effet rebond et un soulèvement central. S'il est encore plus gros, le soulèvement entraîne un effondrement qui forme un cercle montagneux appelé anneau central. Ce sont les roches de cet anneau central qui vont renseigner Sean Gulick sur ce qui s'est passé pendant les minutes, les heures et les jours qui ont suivi l'impact. Elles devraient nous apporter des informations déterminantes sur la disparition des dinosaures. Sean et son équipe s'apprêtent à forer le cratère pour en remonter plusieurs échantillons rocheux. Cette opération colossale a exigé 20 ans de préparation. Sous cette plateforme de forage et sous le bateau où nous sommes, se trouve l'anneau central de Chicxulub. Il est enfoui sous 66 millions d'années de calcaire accumulé. On a choisi cet endroit car aujourd'hui, c'est là que l'anneau central est le plus proche du fond de l'océan. Les piliers sont plus hauts que ce que je pensais, mais Pas le reste. c'est ça. J'en connais qui vont vivre là-dessus pendant 2 mois. C'est parti! Pendant 8 semaines, la plateforme de forage va fonctionner 24 heures sur 24. Pour atteindre le cratère, elle doit percer 600 mètres de couche calcaire. C'est un effort humain considérable. Et tout le monde est très impatient de connaître le résultat. Le professeur Philippe Kless est chargé d'analyser les échantillons de roches extraits de l'anneau central. Le cratère de Chicxulub est excessivement bien préservé. Il n'y a pas eu d'érosion. Donc on peut voir dans le cratère de Chicxulub une structure qui est totalement unique, qui est ce qu'on appelle un anneau central. C'est le rêve de tout scientifique. Johanna Morgan est géologue et c'est la directrice scientifique du projet. Aux côtés de Sean, elle défend cette expédition depuis 20 ans. J'attends ça depuis des années. Alors maintenant que c'est concret, c'est un peu angoissant. On s'est tellement investi dans ce projet qu'on peut vraiment obtenir des résultats. La plateforme de forage a été convertie en un laboratoire impressionnant. Les chercheurs vont analyser les échantillons sur place dans des conteneurs maritimes. Mais le cœur de l'action se trouve ici. Une énorme foreuse aux dents de diamant va creuser le fond de l'océan pour en extraire des carottes de 3 mètres de long. C'est la mèche de forage. Chacun de ces petits nodules est un diamant industriel. C'est le premier échantillon complet de l'expédition. On est vraiment content. C'est un grand moment. L'enquête sur la disparition des dinosaures peut enfin commencer. Il y a des couches plus claires, peut-être des cendres. C'est fascinant. J'ai là des images intéressantes. Regardez ces cristaux. C'est ce qu'on a remonté vu au microscope. Ils sont énormes. On extrait un tube de roche tous les 3 mètres. Plus on fore en profondeur et plus on remonte le temps. Jusqu'à la date de l'impact, il y a 66 millions d'années. Dès qu'un échantillon est remonté, on prélève un petit fragment de matière. On l'apporte au labo, qui le date dans les 5 minutes. Pour forer sur 1000 mètres de profondeur supplémentaire, il leur faut remonter 300 échantillons de plus. Ils ne sont pas au bout de leur peine. À l'approche du cratère, l'équipe scientifique va découvrir de nouveaux indices sur les dimensions de la météorite, sa vitesse, la force de l'impact et ses conséquences sur la faune et la flore de l'époque. Mais pour l'heure, le mystère de l'extinction des dinosaures reste entier.
Bien loin du golfe du Mexique, dans le New Jersey, le paléontologue Kenneth Lacovara pense avoir découvert les restes de plusieurs victimes. Des animaux auraient donc succombé à la météorite alors qu'ils se trouvaient à 2700 km de l'impact. Quand j'emprunte ce chemin, je remonte dans le temps et je me retrouve il y a plusieurs millions d'années. Tout au fond de cette carrière, j'atteins la couche frontière il y a 66 millions d'années. Le paysage était alors très différent. Le New Jersey était enfoui sous l'océan Atlantique. Toute cette région était sous l'eau. Vous voyez le sommet de ces grands arbres, à 20 mètres de hauteur? C'était à peu près le niveau de l'océan il y a 66 millions d'années. Au fond de la carrière, Kenneth Lacovara a fouillé le lit de cette mer ancienne. C'est magnifique. J'entends un bruit de gravier. Et il a découvert une couche de fossiles qui date précisément de l'époque de l'extinction des dinosaures. La couche frontière est juste là. C'est la fin du règne des dinosaures. Il y a tout un assemblage de fossiles. Regardez cette palourde, enfouie dans cette couche. Elle vivait il y a 66 millions d'années et elle est morte en même temps que les dinosaures comme 75% des espèces vivantes. Dans cette seule couche, le paléontologue a exhumé un assemblage exceptionnel d'animaux, tous morts au même moment. On a trouvé des restes de mosasaures, un lézard aquatique géant de la taille d'un bus. Il avait des palmes à la place des pattes, des mâchoires d'1,80 m et des dents redoutables. Celle-ci venait se placer là, parmi beaucoup d'autres. Au fond de la gueule, ils avaient un autre groupe de dents, orienté vers l'arrière, pour empêcher la proie de se dégager. C'était un vrai monstre marin. La collection de fossiles découverts ici est surprenante. Plus étonnant encore, de nombreux squelettes sont presque entiers. Ce magnifique fossile est celui d'un ancien crocodile marin. Il avait une gueule très longue, de cette forme-là, bardée de dents. Il restait couché au fond de l'eau, la gueule ouverte, à attendre qu'un animal passe par là et boum, c'était un prédateur d'embuscade. Comme vous le voyez, le squelette est encore articulé. Les os sont toujours reliés les uns aux autres, comme quand il était vivant. C'est une découverte fondamentale. Elle prouve que tous ces animaux se sont retrouvés très loin de leur milieu d'origine et qu'ils sont tous morts en même temps. Kenneth Lacovara est persuadé d'avoir exhumé les restes d'un carnage. Tous les fossiles déterrés ont été disposés ici, tels qu'ils ont été retrouvés dans la carrière. Cinq ans de fouilles, 25 000 fossiles. Ça fait beaucoup de cadavres. C'est une scène apocalyptique. Ces animaux sont morts ensemble brusquement et ils ont été rapidement recouverts par la terre. Vous avez sous les yeux la scène telle qu'elle s'est produite il y a 66 millions d'années. Des mosasaures aux crocodiles, en passant par les escargots et les tortues, aucun animal n'a été épargné. La variété des espèces nous indique que c'était une catastrophe de grande ampleur. D'après le paléontologue, tous ces animaux seraient les victimes directes de la météorite. Il est convaincu d'en avoir la preuve. Ce que vous voyez ici est en réalité tout petit. Ce sont des sphérules de verre. Quand une météorite percute la Terre, elle fait fondre la roche qui est pulvérisée dans l'atmosphère. Quand elle refroidit rapidement, elle ne se change pas à nouveau en roche, mais en verre. De petites perles de verre fondu tombent du ciel sous forme de pluie. On en a trouvé au milieu du lit d'ossements, dans l'assemblage de fossiles que vous voyez ici. Pour moi, c'est la preuve que tous ces animaux ont péri lors de cette tragédie, qui a éradiqué les dinosaures et qui a façonné notre monde. Si on pouvait faire un procès à cette météorite, on la condamnerait devant une telle preuve.
C'est une révélation majeure. Un immense carnage serait donc survenu à la fin du Crétacé. Cette reconstitution est comme une photo prise le jour de la mort des dinosaures. Cependant, une question reste encore sans réponse. Comment une météorite entrée en collision avec la Terre à 2700 km de là a-t-elle provoqué un carnage au niveau de l'actuel New Jersey? Surtout, une météorite minuscule par rapport à notre planète. Imaginez que cette boule de bowling, c'est la Terre. Eh bien, la météorite est l'un de ces grains de sable, un seul. Elle n'a donc pas fait dévier la Terre de son axe, pas plus qu'un grain de sable ne peut faire bouger cette boule. Elle n'a pas détruit la planète, mais elle y a entraîné la disparition de 75% de la vie, y compris des dinosaures, du moins ceux qui ne volaient pas. Comment est-ce possible? Sans doute parce qu'elle s'est écrasée au mauvais endroit. Dans le golfe du Mexique, après 3 semaines de forage de nuit comme de jour, l'équipe a presque percé la couche de calcaire accumulée depuis 66 millions d'années. Le cratère de la météorite est en vue. Je vais regarder au microscope. Je dirais qu'on est quelque part entre 63 millions et demi et 64 millions et demi d'années. Donc ça, c'était E4, Oui. à 53 millions. Et maintenant, on est à 63, donc 10 millions de plus. Ouais. Ouais, ça me paraît une bonne estimation, 10 millions d'années en 3 mètres. En 3 mètres. On est resté coincé dans la même zone quelque temps et soudain, boum, on a fait un bond dans le temps. À l'approche de la zone d'impact, Sean Gulick fait une découverte étonnante dans les échantillons de roches. Plus on descend et plus on remarque cette coloration verte, comme ici. On a 4 échantillons constitués de sable de plus en plus gros. Le seul phénomène capable de charrier tant de sable est un raz-de-marée. Et on a déjà 12 mètres de sable, ce qui en fait le dépôt le plus important jamais découvert. La météorite pourrait avoir déclenché le plus formidable raz-de-marée de tous les temps, avec des conséquences sans précédent. Sous le dépôt de sable, la composition de la roche change à nouveau. Regardez la couleur de la matrice. Elle passe du vert au rouge. On dirait de la roche fondue, de grosses incrustations de roche fondue. L'équipe a enfin atteint le cratère de la météorite. On est en plein dans la roche de l'impact. C'est facile à voir, car c'est du granit. On a de la roche mouchetée, comme de la peau de léopard, avec de gros morceaux. L'équipe repère aussi la preuve de la chaleur phénoménale générée par l'impact. Une chaleur suffisante pour liquéfier de la roche. C'est un fait, cette roche s'est formée le jour de la mort des dinosaures. Au bout de 8 semaines, leur mission en mer est terminée. Tout s'est bien passé. On a un panel très complet. Presque 100% des échantillons étaient intacts. Je n'oublierai jamais ce voyage. Michael, il faut y aller! L'équipe a remonté plus de 260 échantillons de roches. Et cet ensemble renferme la clé de l'énigme. Je m'apprête à débarquer après 5 semaines en mer. C'était une expédition extraordinaire et on n'est pas au bout de nos découvertes. Quatre mois plus tard, les membres de l'équipe de recherche se réunissent à 8000 km de là, en Allemagne, à l'université de Brême. C'est ici qu'ont été entreposés les échantillons rocheux de l'expédition. Les chercheurs vont tenter de retracer la chronologie des événements, minute par minute, au cours des jours qui ont suivi l'impact de la météorite. C'est une tâche colossale.
Ils doivent analyser plus de 1500 mètres de roches, les segmenter et les photographier. C'est vraiment maintenant qu'ils commencent à prendre la mesure de la violence de la collision. Cet échantillon prélevé avant d'atteindre le cratère présente des caractéristiques géologiques ordinaires. Plusieurs couches d'apparence similaire se sont accumulées très lentement sur le fond de l'Atlantique. Ces 3 mètres de calcaire se sont formés progressivement pendant 10 millions d'années. Mais avec la collision de la météorite, le processus géologique s'est soudain accéléré. Les 600 mètres de roches qu'on trouve ensuite se sont déposés dans le chaos le plus total en un seul jour. On a ici du granit, comme sur un plan de travail de cuisine. Sauf que ce granit provient du cratère de Chicxulub et qu'il a été passé à la moulinette. C'est du granit altéré. La transformation de ce granit altéré en dit long sur les secondes qui ont suivi l'impact. Voici un morceau de granit ordinaire. Il est très dur. On pourrait le découper et en faire un plan de travail car il est incroyablement solide. Mais ce granit-là a été totalement modifié en raison des ondes de pression, du choc de l'impact. Il est super léger et il est cassable, car il a été altéré, endommagé. Il se trouvait à l'origine à une dizaine de kilomètres dans la croûte terrestre. Lors de la collision, il s'est retrouvé soulevé, puis il est retombé et a formé un anneau central de granit pur. Le plus fou, c'est que ce processus n'a duré que quelques minutes. Les chercheurs commencent à comprendre les forces générées par la collision. Il faut comprendre qu'on a affaire ici à un projectile d'à peu près 10-12 km de diamètre, qui arrive avec une vitesse au moins 20 km par seconde et qui impacte la croûte terrestre au Yucatan. Vue de la surface terrestre, la météorite ne représente qu'un tout petit point dans le ciel, avant de produire en quelques secondes un gigantesque impact. Elle s'écrase au large du Yucatan, dans le golfe du Mexique. La météorite se désintègre immédiatement et l'impact pulvérise la croûte terrestre. Donc il faut imaginer cette météorite pénétrant dans le sol et elle va ouvrir une cavité dans la croûte terrestre peut-être jusqu'à 30 km. La roche vaporisée est éjectée tel un immense geyser bouillant de plus de 8000 mètres de haut. Ce qu'on sait, c'est que toutes ces matières injectées dans l'atmosphère très rapidement, tout se passe sur un temps de quelques minutes. Le processus total de formation du cratère n'aura duré que 10 minutes. Grâce à cet échantillon prélevé au niveau de l'anneau central, Sean Gulick va reconstituer la suite des événements. Celui-ci est unique. Ces composants n'ont absolument rien à faire ensemble. C'est incroyable. Regardez les morceaux de roche. Certains ont des angles et des côtés saillants, d'autres sont arrondis. Tout ce qui est arrondi a été au contact de l'eau. Sous la chaleur de l'impact, la mer a été également vaporisée. La météorite a laissé dans l'océan un trou béant de près de 200 km de diamètre. On a des fragments arrondis et d'autres cassés. Ils constituent ce qui ressemble davantage à un faux matériau qu'à un joli plan de travail en vrai granit. Mais quel est le lien avec l'extinction des dinosaures? Pour répondre à cette question, il faut déterminer le rayon d'impact de la météorite. Pour cela, 2 scientifiques vont étudier les explosions qui s'en rapprochent le plus, des explosions générées par l'homme. Le site d'essai du Nevada est l'endroit au monde qui a subi le plus de bombardements. L'armée américaine y a déclenché pas moins de 928 bombes atomiques entre 1951 et 1992.
Mark Buslow et David Dearborn sont là pour examiner les effets de ces explosions. Jolie cheminée. Avec les 2 fenêtres, on devait avoir une vue imprenable sur l'explosion. Oui, je vois de quelle direction elle est venue. Cette maison faisait partie d'un village construit pour étudier les conséquences d'une explosion nucléaire. Elle a résisté à un essai conduit en 1965. La déflagration a dû traverser la maison et les fenêtres ont explosé. Les vitres ont volé en éclats, poussées par un souffle à 130 km/h. Adieu les fenêtres. Pulvérisé, boum. Et le conduit de cheminée est fissuré. La partie supérieure a pivoté. Pas seulement pivoté, elle s'est décalée. La plupart des dégâts sont dus à la boule de feu et à la chaleur, ou à l'onde de choc qui se déplace. Les maisons plus près de l'explosion n'ont pas tenu le coup. Ces essais sont très importants pour nous. Quand on étudie les impacts de météorites, on les compare systématiquement à des explosions nucléaires. C'est un phénomène similaire. Les scientifiques qui menaient ces expériences étaient équipés de caméras à haute vitesse et d'appareils pour mesurer l'onde de choc dans l'air. Ces essais militaires ont démontré que les explosions nucléaires étaient dévastatrices, même à une échelle microscopique. Elles détruisent des minéraux comme le quartz. Lors d'une explosion nucléaire, la pression est si élevée dans l'onde de choc qu'elle est plus forte que les cristaux. Donc elle presse les cristaux qui se fragmentent et se déforment. C'est ce qu'on appelle des quartz choqués. On a vu que la cheminée était fissurée et en partie déplacée. La même chose se produit avec la structure interne des cristaux. À Brême, Johanna Morgan examine les quartz choqués découverts dans le cratère de la météorite. Voici une image microscopique d'un fragment de quartz choqué que nous avons extrait du cratère de Chicxulub. On remarque beaucoup de lignes. Plus les lignes vont dans toutes les directions, plus la roche a été choquée. On a trouvé des fragments comme celui-ci un peu partout dans la roche d'impact. Grâce aux analyses des explosions nucléaires, Johanna Morgan a pu déterminer l'ampleur de l'impact. Nous utilisons exactement les mêmes logiciels que pour l'analyse des explosions nucléaires. En fait, nous les avons détournés pour les appliquer à nos simulations de formation du cratère. La collision de la météorite représente 10 milliards de fois l'explosion d'Hiroshima. C'est le plus gros cataclysme survenu en 100 millions d'années, la pire catastrophe que la Terre ait connue. L'arrêt de mort des dinosaures. Quand la météorite a percuté la Terre, c'est avec la force de 10 milliards de bombes atomiques. Une boule de feu se répand autour de la zone d'impact. Cette sphère bouillante brûle tout sur son passage dans un rayon de 1000 km. L'onde de choc se répercute tout autour du globe, et cela en seulement quelques minutes. Au Nouveau-Mexique, les dinosaures sont frappés de plein fouet. Toute la région devait être peuplée de dinosaures. C'est à environ 2000 km dans cette direction, au sud-est, que la météorite s'est écrasée. Très vite, les dinosaures ont dû voir qu'il y avait un problème, car un énorme nuage rougeoyant a envahi le ciel. Il n'a pas eu d'effet sur le moment. Les dinosaures l'ont vu, mais il ne s'est rien passé. En revanche, leurs cousins du Texas, 1000 km plus près de la zone d'impact, ont été grillés, calcinés, vaporisés. Même si le sort des dinosaures terrestres était scellé,
Selon leur situation géographique, ils n'ont pas tous vécu l'impact de la même façon. La plupart d'entre eux, comme les monstres marins décrits par Kenneth Lacovara, sont encore en vie. Ils ne se doutent pas de la menace inéluctable qui pèse sur eux. L'un des échantillons prélevés dans le cratère est particulièrement révélateur du cours des événements. On arrive maintenant à la couche supérieure du cratère. C'est le fameux échantillon 40 dont toute l'équipe parle. Si on regarde bien, on voit des couches plus sombres. Ce sont peut-être des restes de la météorite ou d'une matière qui serait remontée des profondeurs de la Terre. Le plus fascinant, c'est le trajet parcouru par cette matière. On pense qu'elle a fait 2 ou 3 fois le tour de la Terre avant de retomber en pluie sur le cratère. Donc il y a premièrement la formation d'un cratère, mais il y a aussi la vaporisation de la météorite quasiment dans son entièreté et d'une grande partie des roches terrestres soumises à cette énorme pression générée par l'impact. Les roches terrestres pulvérisées et les débris de la météorite sont éjectés en masse. Voilà ce qui transforme un événement localisé en une catastrophe planétaire. Quand la météorite a percuté la Terre et s'est désintégrée, elle a produit un énorme nuage de roches vaporisées qui s'est élevé à très grande vitesse au-dessus de la planète. Ce nuage de poussière et de vapeur s'étend rapidement autour de la zone d'impact. C'était du gaz de roche en fusion. En s'élevant, il a refroidi et a formé de minuscules billes de la taille d'un grain de sable. Quand ces billes ont pénétré à nouveau dans l'atmosphère, elles se sont réchauffées au contact de l'air, comme des étoiles filantes. Vu de la Terre, il y en avait tellement qu'on ne devait voir qu'un immense nuage de lave écarlate qui rougeoyait dans toutes les directions. Ce nuage ne descendait pas. Il restait à 60 km du sol. Cette lave rouge bouillante dégageait une énergie plusieurs fois supérieure à celle du Soleil. À mesure que le nuage se répand, la température à la surface de la Terre atteint plusieurs centaines de degrés. La zone d'impact devient vite un immense brasier. Ce n'étaient pas des incendies ordinaires. Le feu a pris absolument partout, ce qui a provoqué un incendie généralisé, dont le foyer était beaucoup plus chaud qu'un incendie classique. Toutes les feuilles des arbres et celles au sol, tous les buissons se sont embrasés. Des vents aussi puissants que ceux d'un ouragan s'engouffraient dans les flammes, qui redoublaient de puissance et détruisaient tout sur leur passage. Ce nuage de vapeur s'est vite répandu sur toute la planète. Il n'a sans doute fallu que quelques heures pour qu'il atteigne les régions les plus reculées. À 2400 km de l'impact, il ne faut que 11 minutes pour que le nuage meurtrier n'assombrisse les Badlands du Nouveau-Mexique. Ce ne sont pas tant les flammes et le soufre qui sont tombés du ciel, c'est plutôt l'atmosphère qui s'est transformée en un radiateur géant. Pendant plusieurs minutes, le ciel de lave dégage une chaleur intense. Le sol devait être aussi chaud qu'un four à pizza. Cette chaleur a été fatale pour beaucoup de dinosaures, mais elle a aussi déclenché des incendies gigantesques. En 2 heures, le paysage a été métamorphosé et presque tous les dinosaures ont disparu. La Terre s'embrase. Mais le feu ne suffit pas à provoquer l'extinction totale des dinosaures. Certains parviennent à échapper aux flammes dans de rares régions isolées.
À 9500 km de la zone d'impact, à l'extrême sud du continent américain, se trouve la Patagonie. Loin de la succession d'événements dramatiques déclenchés par la météorite, elle a peut-être été un refuge. Les dinosaures de cette région auraient-ils pu survivre à l'apocalypse ? Marcello Lepe est paléobotaniste. Avec une petite équipe de chercheurs, il part en expédition à la recherche de végétaux fossiles dans une vallée si reculée qu'elle n'est accessible qu'à cheval. La vallée des dinosaures. Le site où nous sommes aujourd'hui est fascinant. Il contient un grand nombre de fossiles, un échantillon complet datant des 5 ou 6 millions d'années qui ont précédé la fin des dinosaures. Cette importante concentration de fossiles est une mine d'informations sur leur extinction. Le vent a soulevé la surface. C'est l'occasion rêvée de déterrer de nouveaux ossements. Les fossiles que nous trouvons ici en disent long sur ce qui s'est passé avant l'extinction. Voici un très bon exemple. Tous ces os appartiennent à un hadrosaure. C'était un endroit très fréquenté par ces dinosaures, dont c'était la plus grande concentration dans l'hémisphère sud. Sur l'un de nos sites, on a retrouvé plus de 50 os sur quelques mètres carrés. La vallée des dinosaures porte bien son nom. Les hadrosaures seraient parmi les derniers dinosaures à avoir survécu. Ces herbivores de 9 mètres de long avaient une tête en forme de bec de canard. Il y a 66 millions d'années, ils peuplaient cette vallée. Aujourd'hui, ce n'est qu'un désert aride et hostile. Mais au temps des dinosaures, c'était une vallée arborée, au climat chaud et humide. Les hadrosaures auraient-ils réussi à survivre à l'impact de la météorite ? Voici un arbre voisin du hêtre, un Notophagus. Ce qu'il y a de frappant avec cet arbre, c'est qu'en le comparant avec ce fossile trouvé sur le site des hadrosaures, on constate que la forme est exactement la même. Il y a un lien direct entre cet arbre qui a vécu il y a 68 millions d'années et celui-ci aujourd'hui. C'est un survivant. La ressemblance de structure entre les deux prouve qu'un événement étrange s'est produit dans cette région, à haute altitude, et que cet endroit était un refuge. C'est une découverte capitale. Car si des plantes ont survécu à l'apocalypse, des dinosaures ont pu survivre aussi. Les hadrosaures ont peut-être bénéficié d'un sursis. Alors, que s'est-il vraiment passé pendant les jours, les semaines ou les mois qui ont suivi la chute de la météorite pour que ces derniers dinosaures disparaissent à leur tour? À Brême, Philippe Claes est sur une piste. Il s'intéresse à un composant qui, bizarrement, est absent de cet échantillon rocheux. C'est du gypse. Il y en avait au Yucatan au moment de l'impact. C'est une roche qui contient des sulfates. Étant donné la région où la météorite s'est écrasée, le cratère devrait être rempli de gypse. Quand on examine l'échantillon extrait du cratère, on n'y trouve aucune trace de gypse. Il a totalement disparu. Il devrait y en avoir plein. Donc, presque tout le gypse présent dans la couche sédimentaire lors de l'impact a été projeté dans l'atmosphère. C'est une information fondamentale. S'il y avait du gypse parmi les roches vaporisées, alors le nuage était chargé de sulfate, des gaz qui obstruent les rayons du soleil. Et notre coupable, c'est cette roche vaporisée par l'impact et éjectée dans l'atmosphère. C'est le gypse qui a tué les dinosaures. Cet immense nuage de poussière
porte le coup de grâce aux derniers survivants. Le Soleil ne perce plus à travers la couche de débris en suspension et la planète est plongée dans l'obscurité. Une fois les incendies éteints, il faisait probablement très noir. Sans doute plus que par une nuit sans lune. Imaginez les derniers tyrannosaures en train d'attaquer une proie dans le noir. Ça devait être très difficile. Ceux qui ont survécu au feu sont morts de faim. Comme il n'y avait pas de soleil, il devait aussi faire très froid. En quelques jours, la température a chuté en dessous de zéro. Les températures diminuent brusquement de plus de 10 degrés. La photosynthèse s'arrête sur la Terre comme en mer. Tous les débris et les sulfates dans l'atmosphère ont bloqué la lumière du Soleil. La chaîne alimentaire a été rompue. Et l'espérance de vie est très brève dans l'océan, aussi bien pour le plancton que pour les grands prédateurs. Très vite, ceux qui ont survécu au cataclysme n'ont plus rien à manger et meurent de faim. Les plus gros, comme les mosasaures, ont dû succomber les premiers. Cet hiver nucléaire est sans doute à l'origine du carnage découvert par Kenneth Lacovara dans le New Jersey. La planète bleue est soudain devenue grise. Privés de nourriture, les dinosaures n'avaient aucune chance de survie. Après plusieurs mois d'obscurité, les rayons du soleil recommencent à percer lentement. Ils stimulent la croissance des plantes. Un peu partout, quelques animaux minuscules sortent de leur cachette, seuls rescapés et désormais seuls maîtres de la planète. Au bout de mon doigt, vous voyez la dent inférieure d'un animal appelé Mésodma. Il était tout petit, pas plus gros qu'une souris. C'est un petit mammifère très résistant, l'une des rares espèces à avoir survécu à la catastrophe planétaire. Cette dent est tranchante. Il pouvait se nourrir d'insectes et de graines. Il n'avait donc pas besoin de la photosynthèse. La disparition des dinosaures permet à ces petits rescapés de prospérer. Ces mammifères évoluent rapidement et prennent le contrôle de la planète. Ces rochers sont des sédiments accumulés pendant plusieurs centaines de milliers d'années après l'extinction des dinosaures. On y trouve la trace des premiers mammifères. Ils sont apparus sur Terre à la même époque que les dinosaures. Et ils ont survécu à leur règne. Ils étaient alors relativement petits. Ce n'est qu'une fois les dinosaures éteints que les mammifères ont commencé à prospérer, à se diversifier et à grossir. Cette mâchoire appartenait à un mammifère de la taille d'un loup. La Terre était un paradis pour ces animaux. Si les mammifères n'avaient pas survécu, nous ne serions pas là. Car parmi les groupes de rescapés, on retrouve nos lointains ancêtres. Ils font partie des rares mammifères à avoir survécu au cataclysme. C'est finalement par chance que nous avons hérité de la planète. Si la météorite s'était écrasée quelques secondes plus tôt ou quelques secondes plus tard, le sort de l'espèce humaine aurait été tout autre. L'endroit où la météorite s'est écrasée a été décisif. Tous ces matériaux volatiles ont été projetés dans l'atmosphère. Si la météorite avait percuté la Terre à un autre moment de sa rotation, elle aurait pu s'écraser au milieu de l'Atlantique ou dans le Pacifique. Si elle n'avait pas atterri entre les deux, au Mexique, l'impact n'aurait peut-être pas entraîné l'extinction des dinosaures. Et nous n'aurions peut-être jamais vu le jour, ni régné sur notre planète.
Science Grand Format continue tout de suite avec un voyage inédit dans les allées du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. C'est là que vous attend un guide de choix, le naturaliste britannique David Attenborough. Il va vous emmener à la découverte des plus beaux spécimens de ce musée, unique en son genre, en les faisant renaître sous vos yeux. Le muséum prend vie, c'est à suivre maintenant sur France 5.